Je pense que c'est une des belles équipes de France qu'on ait eues. Il y a eu un match qui reste quand même mythique. Hein. C'est un match extraordinaire hein, contre les Allemands. Une Coupe du Monde qui est pas si mauvaise que ça, même s'il y a eu des moments un peu compliqués. Je pense qu'à un moment donné, ça a tellement bien marché avec Chucky, Gigi, Platoche. Je pense qu'il a pensé qu'il n'avait pas besoin il pouvait pas imaginer que Schumacher ferait ce genre d'action. Mais bon, il pouvait penser que il y avait des défenseurs, il y avait des attaquants, mais il n'y avait pas de milieu. Si on avait eu droit à 22, peut-être que ça m'aurait permis d'être sur le banc et de rentrer éventuellement. C'était pas le cas, et donc ça fait que ça limitait un peu ma déception. Oui, 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 parce que demi-finale de Coupe du Monde contre les Allemands, tout ça, tu manges la terre. Hein. Tu as envie de la jouer, de la jouer ou même de rentrer. Là, il y avait tout pour espérer jouer un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Il faut le respecter, hein, c'est comme ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Si le dictionnaire du football devait chercher une illustration à l'adjectif sous-estimé, nul doute que notre invité serait le premier choix. Qualifié de rugueux par des journalistes paresseux, notre légende l'est certes, mais bien plus encore. Joueur d'impact, rusé, intelligent, façonné à la rude école du Nîmes olympique, avec un tempérament en acier trempé, c'est aux Girondins de Bordeaux qu'il atteint son zénith, évoluant au sein d'une équipe qui cueillit tous les lauriers, échouant à 2 reprises aux portes d'une apothéose européenne. Appelé sur le tard en équipe de France, sa présence à Séville lors de la demi-finale contre la RFA aurait, selon les dires des cadres des Bleus interrogés sur ce même podcast, changé la face du football français et sûrement celle d'Harald Schumacher. Grande gueule, généreux, il est l'auteur, malgré sa position de milieu défensif, de près de 50 buts dans sa carrière, triple champion de France, double vainqueur de la Coupe de France, sélectionné à 7 reprises chez les Bleus. À l'instar de son homonyme l'anthropologue, sa compréhension du facteur humain est l'une de ses qualités premières. Meneur sur le terrain, dans les vestiaires, puis sur le banc d'où il participe aux éclats, puis aux désillusions de l'équipe de France la plus forte de l'histoire, c'est en Ligue 1 qu'il est l'architecte de son plus grand chef-d'œuvre, l'une des plus belles surprises de l'histoire de notre championnat en tant qu'entraîneur. Notre légende aujourd'hui, réclamée à corps et à cri par nos auditeurs et dont la devise pourrait être de ne rien lâcher, c'est René Girard, bien entendu. René, nous sommes ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast des légendes. Pour Michel et moi-même, tu es vraiment l'oméga de notre travail, la finalisation de ce qu'on voulait faire cette année. On a eu beaucoup de joueurs sur le podcast qui t'ont évoqué comme étant le joueur référence de ces années 80. Donc, on est ravis de t'accueillir. Mets-toi à l'aise, puisqu'on va passer un bon moment ensemble avec convivialité et bonne humeur. Merci, vous me mettez dans l'embarras, hein, vous attaquez fort et gentiment. Mais c'est peut-être à travers, entre guillemets, les défauts qu'on a pu me reprocher. Enfin, moi, je n'ai pas trop tenu compte. Et j'ai tracé ma carrière et mon envie de réussir quelque chose d'à peu près correct dans ce métier. Ouais, j'ai pas dérivé. Je suis resté sur une ligne de conduite assez régulière et qui m'a mené. Ouais, je suis assez fier. Comme dirait l'autre, il y a moins bien, mais il y a mieux, ou mieux et moins bien, mais c'est positif dans l'ensemble. très positif. On va le faire redécouvrir aux auditeurs qui ne te connaissent pas, qui ont la honte de ne pas te connaître, j'ai envie de dire. Mais j'espère qu'après ce podcast, tout ça sera rétabli. Alors René, comment est venue pour toi la passion du foot? Écoute, j'avais un papa footballeur qui a joué niveau division d'honneur, donc c'est certainement qu'il y avait des jeunes qui traînaient par-ci par-là, donc j'en ai récupéré quelques-uns. Ça a été peut-être aussi un peu feignant au niveau des études, donc poser le cartable en arrivant et aller jouer avec les copains après. Ça, on avait des quartiers, on s'organisait comme ça, et nous on était les Villaneuve, c'est-à-dire que j'habitais dans un quartier relativement neuf. On jouait contre les HLM, on se retrouvait comme ça. On dépierrait un terrain qui était autour, on mettait 3 poutres pour faire les buts, et donc c'est venu comme ça jusqu'à l'âge de. Je suis parti de Montpattelet
où on avait fait de très belles choses et on avait une très belle équipe de copains. On avait gagné la Coupe Garloser qui avait son importance parce que le Nîmes Olympique régnait un petit peu en vautour sur toutes les équipes de jeunes, dominait un petit peu tout le monde. Donc c'était assez exemplaire de décrocher un titre en moustache, c'est le cas de le dire. Et puis je suis parti, voilà, j'ai tapé dans l'œil d'un personnage qui a été un grand joueur en Nîmes Olympique, Marcel Rouvière, qui était un attaquant dans les années 50, qui m'a demandé si je voulais essayer de faire quelque chose de pas trop mal. J'avais aussi un entraîneur à Vauvert dans mon petit village, club qui joue en division, mais aujourd'hui c'est en D1 ou R1, R2, enfin c'est assez compliqué aujourd'hui. Et donc un entraîneur qui avait loupé une carrière pour une blessure à un genou et à qui je dois beaucoup, et ma chance, je pense qu'elle est là aussi, c'est que j'ai croisé pas 50 000 personnes, mais celles que j'ai croisées m'ont super orienté, m'ont fait, de temps en temps, je pétais un petit peu les boulons, donc qui m'ont remis un petit peu dans le droit chemin. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là, c'est de tomber sur des gens qui m'ont mis dans le droit chemin, quoi, tout simplement. Quelles sont les qualités que ces personnes voient en toi à ce moment-là, à ton avis? Ben écoute, un gringalet, j'étais un peu comme un cure-dent, hein. J'étais pas très épais, pas très costaud, mais avec beaucoup d'énergie, hein. Je crois que pour ajouter un petit peu à ce que vous avez dit sur moi, c'est que bon, joueur engagé, physique. J'ai fini ma carrière avec entre 50 et 60 buts en professionnel. Pour un milieu défensif, je pense que c'est quelque chose de sympa. Donc ils m'ont utilisé, je crois qu'ils m'utilisaient de la meilleure des façons, un milieu relayeur, avec la capacité de marquer des buts et de défendre aussi. Voilà, alors je reste assez modeste, mais je pense qu'avec beaucoup d'humilité, j'étais un joueur assez complet. Bon joueur de tête, j'avais une frappe qui était pas trop mal. Bon, il m'a pas manqué grand-chose pour être le meilleur joueur européen ou mondial, mais bon, c'est pas, on va pas, on va pas trop en faire. À quel âge tu démarres en club? C'est à quel âge à Vauvert? C'est à quel âge que tu débutes Alors à l'époque, on démarrait, les équipes démarraient en minime. Donc minime, c'était, je suis parti en 68, une grande année. Je suis parti en 68 au Nîmes Olympique. J'avais 14 ans. À l'époque, les cadets qu'on appelait, il y D'accord. avait minime, cadet, junior. On faisait 2 ans dans chaque. Et je suis parti sur Nîmes à l'âge de 14 ans, quoi. J'ai eu une chance extraordinaire, c'est que même à l'école, j'avais un professeur qui était footballeur, qui aimait le football et qui, ben, bien sûr, quand il a pu me mettre un petit coup de booster, il me l'a mis à tous les niveaux, que ce soit aux études ou sur les terrains. Mais bon, ça a été encore déjà une des premières rencontres. Et quand tu vas à Nîmes, est-ce que dans ta tête, tu vas devenir footballeur professionnel ou est-ce que c'est juste l'évolution logique de quelqu'un qui adore le foot? Logique, je sais pas parce que moi j'ai joué de minime à junior. La Gambardella était une forme de Coupe d'Europe pour les jeunes joueurs dans un club. Mon rêve, oui. Les premiers matchs que j'ai vus, c'est au stade de Jean-Bouin avec mon papa. C'était, je vais dire, le vieux Reims, l'équipe de Reims, les Sauvages, les copains. J'étais tout péquélé derrière le grillage. Et, je crois que ce maillot rouge et blanc, c'est Reims qui sortait d'épopées européennes, qui était certainement une des meilleures équipes françaises et aller côtoyer les plus grands, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc j'ai commencé vraiment j'ai commencé mon rêve, parce que ça se faisait beaucoup avant et que ça se fait beaucoup moins maintenant. Il y avait des levées de rideau. On jouait avant l'équipe première, donc que ce soit en cadet, en junior, on jouait devant 10 000 personnes qui venaient voir le match, les pros, quoi, je veux dire. C'était quelque chose, une motivation, une envie de pouvoir montrer ce qu'on savait faire, quoi, je veux dire, tout simplement.
Et je dois dire que, ouais, faut pas se cacher, j'étais complètement dedans, quoi. Hein. Le football me quittait pas. Hein. On n'avait pas beaucoup de moyens. J'avais une petite pétrolette où j'allais à l'entraînement de Vauvert à Nîmes. Ma maman avec ma cousine m'a mené en voiture, venait me chercher. J'ai été assez heureux dans l'accompagnement et on a permis un petit peu tout le monde de réussir dans ce métier. Quoi. Tu arrives à Nîmes et dans les premières équipes de cadets, si je comprends bien. Est-ce que tu es déjà une petite star ou tu es un joueur un kidam pour l'instant dans l'équipe? Ouais, non, pas star, c'était pas mon truc, c'était pas mon caractère. C'était montrer ce qu'on sait faire, ne rien lâcher, être vaillant. Ça, je prenais les compliments et ça me permettait de pouvoir grandir. Star, non, mais bon, chaque fois que quand tu es cadet, que tu vas jouer en junior, c'est une petite promotion qui te titille un peu et qui te dit, bon, garçon, faut continuer à s'accrocher pour arriver à toucher le Graal, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire tout simplement essayer de faire une carrière professionnelle. Parce que quand on quitte un club comme Vauvert, un petit club où on est, allez, entre guillemets, la star, on sort un petit peu du lot, et qu'on arrive à Nîmes, c'est plus la même chose. On en a 11 en face, si c'est pas 15, qui ont été recrutés comme toi dans les villages aux alentours. Et ça demande beaucoup de modestie, mais beaucoup de travail, mais ça me gênait pas. Mon tempérament était basé là-dessus. Et quand on est récompensé au bout, quand on sent qu'il y a une petite ouverture pour pouvoir faire quelque chose de pas trop mal, et bien on l'a saisi, quoi. Nîmes avait une réputation d'une équipe très rugueuse, limite brutale, on reviendra un peu là-dessus. Est-ce que ça se ressentait dans les entraînements, dans la philosophie du staff, de la formation, etc. Est-ce qu'il y avait une bienveillance des anciens vis-à-vis des plus jeunes ou est-ce que c'est une image qui est complètement erronée? Non, je confirme. Malheureusement, ça l'est plus, mais c'était un club où il fallait faire ses preuves. Simplement, quand on parle de l'entraîneur, du coach de l'époque, Kader Firoud, C'est pas rigolo. Ouais. on a fait un petit peu le tour de la maison, quoi. Je veux dire, c'est l'engagement, l'envie. Moi, je suis parti en 88. J'ai débuté en 72-73. Ça passait par là, quoi. Je veux dire, si tu avais le malheur de pas être dans le tempo, il n'y avait pas de cadeau. Il n'y avait pas de cadeau. Ouais. Tous les mercredis, on avait quasiment un match équipe première contre équipe réserve, donc on jouait un petit peu contre les grands. À l'époque, Henri Auger, Jean-Pierre Adams, Michel Mézy, Jackie Novi. Il y avait quand même du beau monde. Hein. Il fallait arriver à faire son trou, à s'imposer petit à petit. Et non, il n'y avait aucun barrage parce que c'était un petit peu la coutume du club, c'est de faire jouer des jeunes, d'aller recruter des garçons un petit peu partout. Et Nîmes a été un des premiers clubs aussi avec un lycée d'Odé où on arrivait à recruter les jeunes joueurs pour les mettre en classe. Marcel Rouvière avait instauré ce système scolaire. C'est une équipe, ouais, on avait souvent gagné des matchs en passant le tunnel. Hein. C'était de temps en temps, on était un petit peu côte à côte. Ouais. Les matchs commençaient c'était une espèce de tôle assez tordue qui couvrait le. Et là, bon, commençait le combat. On avait peut-être moins de moyens que certains clubs, mais il fallait venir nous taquiner. Ouais. D'où vient cette culture justement je ne sais pas comment on peut dire, mais en tout cas de cette rugosité à Nîmes? C'est quelque chose qui est défini par le club en tant que président? Ce sont les entraîneurs? Non, je C'est pense que tout simplement, sincèrement, le fait d'avoir un entraîneur comme Kader Firoud, qui était, alors il n'était pas président, mais bon, tout comme, il était D'accord. entraîneur, c'est lui qui définissait un petit peu le fonctionnement et le style des équipes, et c'était quelqu'un de costaud, de solide, hein, je dirais par moments un petit peu violent, quoi, je veux dire, sur la demande, Tu as sur des ce qu'il exemples attendait. en particulier qui te reviennent à l'esprit? Quand on pense à Kader Firo, la comparaison peut-être la plus facile, ce serait Mourinho, mais Mourinho à côté de lui, c'est un bisounours, quoi. Ouais, c'était du solide, hein. C'était un gaillard, c'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Ben, un exemple, on avait un Martiniquais, un
joueur qui jouait en réserve avec nous au départ et puis après qui a joué en équipe première. On joue le Restart en Coupe de France et on les joue à la maison. 4-0 on menait. 4-0, il fait une erreur, il perd un ballon. Le Restart marque 4-1. Il a attrapé, il a pendu au porte-manteau. Il avait horreur de la défaite. Alors c'était quelqu'un qui passait. Moi j'ai pas trop subi ces sarcasmes parce que j'avais ce tempérament-là et il sentait que j'allais dans sa direction, c'est-à-dire dans le comportement et dans ce qu'il y avait à faire. Mais c'était un personnage hors du commun. Déjà naturellement c'était une force de la nature et puis sur le terrain, fallait pas se louper parce que ça pouvait changer assez rapidement. Faire rentrer le 12e homme assez vous aviez peur rapidement. de lui, quoi. Vous aviez peur. C'était une peur quasiment physique, quoi. Ouais, c'était peur. On tremblait pas, mais bon, par exemple, quand il avait perdu un match, qu'on mangeait souvent, comme c'était souvent le cas, quand on mangeait avant de repartir, redescendre sur Nîmes, quand on jouait à Valenciennes ou autre, on mangeait dans le train ou on mangeait au restaurant et puis on partait après. Le premier qui tapait avec sa fourchette sur l'assiette, et toi là-bas, tu as faim avec le match que tu as fait, là, vous avez perdu 3-0 et tu oses manger. Tout était bon, mais on en rigole quand on se retrouve. Maintenant, on parle un petit peu des anecdotes, de ce qui se passait. C'était un phénomène. C'était un phénomène. Et tu parlais du tunnel, justement. Tu as des anecdotes où l'intimidation. On a eu Christian Lopez sur le podcast qui nous racontait un petit peu comment il avait intimidé Gérard Soler lors d'un match de Saint-Étienne. Tu dois avoir quand même beaucoup d'anecdotes de ces. Alors je vais te dire, enfin, celle qui me frappait le plus, c'est que on avait le vestiaire et on sortait sur une petite cour style gravette, terrain de boule, Ouais. qui était pas énorme, quoi. Bon, c'était à peine suffisant pour une équipe et en fonction de ce qui s'était passé à l'extérieur, si on avait perdu, si ça s'était mal passé, Calder nous dit aujourd'hui, le terrain il est pour nous. Donc l'adversaire qui arrivait, il fallait qu'il traverse. Il y avait une buvette, il fallait qu'il traverse tout le public, tout le monde pour pouvoir s'entraîner parce que on prenait tout le terrain d'entraînement pour s'entraîner tout simplement et il était hors de question d'aller à son encontre. Il avait dit ils s'entraînent pas là, alors il fallait qu'ils traversent la route. Déjà c'était des moments je crois qu'on ne peut plus le voir maintenant. C'était des moments Déjà, il y a les caméras partout. assez rigolos. C'était des moments assez rigolos. J'ai vu aussi des joueurs sortir et Kader lui dire aujourd'hui il rentre pas au vestiaire. Donc le joueur se mettre devant la porte du vestiaire, empêcher le joueur adverse de rentrer. Bon, ça finissait par rentrer dans l'ordre, mais sur le moment il disait il t'a trimballé, il t'a fait l'amour toute la soirée. Donc il doit pas repartir comme ça avec un souvenir trop facile. Et alors vous faisiez quoi du coup quand il vous disait ça? Ouais, je te dis, j'ai pas été trop confronté parce que j'étais plutôt de ceux qu'il fallait en calmer plutôt que d'en rajouter. Donc, mais bon, moi j'en ai vu. Non, mais j'en ai vu qui est parti maintenant malheureusement un garçon qui s'appelait Denis Mathieu et qui est décédé depuis. Sortir du terrain, Kader lui dit remplacement, il sort du terrain, puis il y a un ballon qui arrive comme ça, et lui il est en train de sortir. Et Kader lui dit oh, Denis derrière toi, avec sa gouaille et il retourne, il y va, mais il n'était pas prêt du tout parce qu'il sortait et puis il repartait. Fracture du nez, voilà, des petits trucs comme ça, rigolos, quoi. Il y était pour rien, mais non, la situation faisait que ça s'était passé comme ça, quoi. Fracture du nez, qui? Le joueur qui s'est fait intercepter ou Denis Mathieu? Le joueur nîmois qui sortait, quoi. Il sortait, il partait, il était plus conditionné pour aller chercher un ballon dans la tête, de la tête. Et Kader lui était tombé dessus. Denis, le ballon arrive. Oh, il s'est retourné n'importe comment. Et il a pris l'adversaire et il a tout pris dans la pipe, quoi.
Voilà, non, mais on s'ennuyait pas. Hein. C'était le football total, mais pas le même football total que les Néerlandais, quoi. C'était implication Ouais, totale. mais à la maison, il fallait venir nous chercher. Jean Bouin, Oui. c'était un jeu simple, engagé. Puis, comme je te dis, il y avait de très bons joueurs. Non, c'était intéressant. Moi, j'aimais bien. Toi qui viens d'un village qui est quand même un peu le concurrent de Nîmes en jeune, quoi. Vous étiez quand même concurrent avec l'équipe de Nîmes. Tu as réussi à switcher en étant fan de Nîmes ou tu as toujours eu un peu le cœur Vauvert et sur un match Vauvert-Nîmes, tu es pour Vauvert? Comment tu gérais ce côté un Non, mais je, peu je, pas de je cocher? les ai fait, je les ai fait ces matchs-là. On avait l'équipe la seconde équipe qui faisait ce qu'on appelle la Coupe Garloser, nous, là, sur le plan régional. Et donc, ça nous est arrivé de se retrouver, de se rencontrer. Alors là, moi là-dessus, le problème ne se pose pas. Quand j'étais Vauverdois. Logiquement, j'ai défendu les couleurs de Vauvert. Je veux dire. Mais bon, ça reste le club de mon cœur. C'est là où je me suis forgé. J'ai tous mes amis. Et puis après, quand je suis passé à Nîmes, ben, c'est pareil. Voilà, je suis un fervent supporter de l'équipe dans laquelle je joue. Quoi. Je veux dire, j'ai jamais lâché le morceau. J'ai pas trop pensé à ça. Mais maintenant, par exemple, s'il y a un match Vauvert-Nîmes, Ouais. tu tiens qui? Non, je vais faire une réponse de Gasco, je vais dire que je serai neutre. Oui, aujourd'hui, je suis capable de regarder le match parce qu'il y a moins de vrais Vauverdois, tout ça, ça disparaît un petit peu. Bon, j'irai le voir avec beaucoup d'intérêt sur le plan résultat, selon le niveau du match, mais non, je ne serai pas partie prenante à dire je souhaite qu'un tel gagne ou l'autre. Ton premier match chez les seniors, d'après nos informations, c'est à Bastia. C'est pas le premier match le plus facile. Je crois que tu dois avoir dans les 18 ans. Comment tu gères cette première titularisation? Alors, première titularisation, pour vous confirmer l'esprit de Kader, il me fait jouer le premier match, c'est Ajaccio. Ajaccio, d'accord. Ajaccio. À l'époque où il y avait Marius Trésor, comment il s'appelle, Leroy, qui jouait là-bas. Et il me fait jouer lié gauche. Alors, je pense que tactiquement, il avait quelque chose en tête. Et peut-être surprendre le défenseur qui était face à moi. Il n'avait peut-être pas l'habitude de jouer contre des ailiers gauches comme moi qui taclent. Qui court C'est pas. vraiment une nouvelle génération d'ailier gauche, quoi. C'était Voilà. vraiment une génération d'ailier gauche qu'on n'avait pas Ah vu depuis ouais, ouais, longtemps, ouais, quand même. c'était extraordinaire. Plutôt, Et le deuxième plutôt la match, tondeuse à et- gazon que Dragster ah oui, sur l'aile. et le deuxième match, c'est Bastia. Les deux premiers matchs que j'ai fait, Baptême du feu. les deux clubs corses. Et puis bon, à l'époque, c'était pas mal aussi hein, d'aller jouer en Corse. Hein. Bastia avait véritablement une grosse Belle équipe. équipe. C'était du solide et je crois que c'était sa façon aussi peut-être de voir le courage, entre guillemets, hein, le courage qu'on pouvait avoir sur le terrain et ce qu'on pouvait donner pleinement sur des matchs un peu plus costauds, un peu plus difficiles que d'autres. Ouais. Avant ce match, est-ce que tu as les anciens, tu as quand même Jean-Pierre Adams, Michel Mézy, Jacques Iverne, des mecs très, 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 très solides. Est-ce qu'ils te prennent entre quatre yeux en disant, bon voilà, petit jeune, voilà ce qu'on attend de toi, ou est-ce que tu as été quand même depuis suffisamment de temps dans l'effectif, ou en tout cas autour de l'équipe première pour qu'il y ait une certaine confiance? Non, non, on était un club où le tempérament, où l'envie, où la détermination était un point qu'on essayait en commun. Je veux dire, c'était général. On avait un esprit de clocher qui était beaucoup d'équipes, je te dis, qui venaient jouer à Nîmes, appréhendaient de venir jouer à Nîmes parce que c'était de l'engagement. On te confirme parce que sur le podcast, il y avait quand même très souvent Nîmes. Il y avait les Corses et il y Nîmes avait et Nîmes, hein, comme, Bastia. Nîmes et Bastia, et- c'était systématique. Ouais. C'est les deux, ouais. les deux, les deux endroits dans lesquels Et- personne n'avait envie d'aller. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, alors on n'avait pas besoin de le crier sur les toits ou de le chanter, mais Ah bah non. c'était toujours, voilà, c'était notre football. On était peut-être l'équipe française la plus anglophone possible. C'était beaucoup d'engagement. Je pense que c'est avant Ajaccio et Bastia, on avait deux Roumains qui s'appelaient Pircala et Voinea,
qui étaient 2 joueurs magnifiques aussi. Et on avait fait un match, c'était mon tout premier match, on avait fait un match contre l'équipe nationale de Roumanie, ce qui me mettait un petit peu le pied à l'étrier pour voir ce que c'était. Mais j'étais, comme je te dis, je ressemblais à rien, j'étais gros comme un asticot, mais par contre, bon, il y avait du pétrole. Ouais. On parle beaucoup de Kader Firoud, le meneur d'hommes, mais au niveau tactique, ça devait quand même y avoir, pour les résultats, l'équipe qui joue quand même les premiers rôles avec des moyens quand même très limités. Donc, c'était quoi la marque de fabrique tactique, en tout cas, de Firoud à l'époque? Bah, écoute, à l'époque, c'était un football. Par exemple, on jouait avec Serge Delamore côté gauche. Donc, ça veut dire joueur de couloir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pistons, mais offensifs, puisqu'on jouait à 4 défenseurs. C'est-à-dire que au tout début, c'était un stopper qui prenait par exemple, Jean-Pierre Béton, Henri Auger jouait libéraux, décroché d'un mètre ou deux, et le stopper prenait l'avant-centre qui passait un après-midi assez désagréable. C'était marquage individuel, tactiquement, c'était très simple. Ouais. Marquage individuel, tu lâches pas, ça passe pas. Même s'il va aux toilettes. Même Tu s'il le va aux suis. toilettes, tu le suis. Ouais. Donc voilà. Après, on joue avec trois milieux, c'est-à-dire deux récupérateurs et un garçon comme Michel Mézy, un numéro 10, hein, un avant-centre, un ailier droit, et puis quatre défenseurs. Quoi. Je veux dire, il y a rien qui a beaucoup. Enfin, on le retrouve des fois aujourd'hui, actuellement, dans le même registre. Il n'y a que le libéraux aujourd'hui, ça existe quasiment plus, c'est-à-dire que tu as 2 axiaux qui jouent dans l'axe. Après, au milieu, tu peux jouer avec 2 recteurs moi, à l'époque, Mézy jouait à gauche, moi, je jouais à droite, et puis on avait un numéro 6 qui jouait plus comme garçon qui fermait un petit peu la baraque, et puis 3 attaquants. C'était tactiquement à quelque chose près. On retrouve des choses encore aujourd'hui qui étaient. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que alors, je sais pas, parce que les préparations physiques, il y a beaucoup de choses qui ont évolué hein, dans le système. Il y avait beaucoup de marquage individuel, c'est-à-dire que quand on recevait une équipe à Nîmes, il était sûr pendant 20 minutes, demi-heure, c'est de nous avoir sur le paletot, ce qui les faisait craquer souvent assez rapidement et qui nous faisait prendre l'avantage ou même un ou 2 buts d'avance. C'était du tempo de suite et c'était du rentre-dedans. Ouais. C'est du duel systématique. Oui, complètement individuel. Et quand tu fais ton premier match chez les Corses, Ajaccio et après Bastia, c'est quoi ton contrat à ce moment-là? Stagiaire. Ok. Stagiaire. Comme je te disais, je suis parti en cadet à Nîmes. Oui. Il y avait contrat d'aspirant, stagiaire et pro. Donc, mon contrat d'aspirant, je l'avais utilisé. Donc, j'étais stagiaire. Je devais. Oh, même pas. J'avais une feuille de paye au tout début, quand je jouais en pro, où je touchais que les primes. Ah oui, Wow. d'accord. Un contrat En pour cas de rendement. match gagné. Ah Et oui, la d'accord. deuxième année, Mais surtout que tu gagnes rien. La première année, tu je gagnes aucun gagnais. match. Je gagnais. Tu as joué à l'œil. J'en avais assez pour mettre l'essence pour aller m'entraîner. Bon, on entendait parler d'argent. C'était pas notre souci. C'était pas Ouais. un truc qui nous travaillait beaucoup. C'était bon, euh, de réussir. On savait que c'était important d'essayer de faire une carrière, faire ce que j'aimais plus que tout. Mais c'est vrai que financièrement, c'était une époque assez dure. Hein, financièrement, bon, je sais pas moi, quand on gagnait un match, on devait gagner même pas 500 euros. Bon, en fait, c'était assez dérisoire, quoi, je veux dire. Ouais. Et donc, tu habitais chez papa-maman. Ah oui, j'étais encore. Ouais, mais bon, ça, c'est un truc que j'ai pas regretté. C'est important aussi, ça. Parce D'accord. que Tu as bien aimé, en fait. tous les jeunes qui partaient dans des centres encore, que c'était pas encore développé comme ça l'est aujourd'hui, mais j'aurais eu du mal à vivre ailleurs, loin de la famille. C'était un cocon pour moi, un cocon essentiel de pouvoir m'exprimer, de pouvoir réussir. D'ailleurs, c'est ici que j'ai rencontré ma femme. Bon, en fait, j'ai tout fait ouvert, quoi. Ah oui, c'est pour ça que je suis surpris par ta réponse sur le fait que match Vauvert-Nîmes, t'es un peu entre les deux. Mais bon. Je pense que Ouais, non, on connaît le public nîmois. Je pense que c'est par protection.
Ouais. Surtout à ce moment. Exactement. Donc on sait que bon, d'accord, on prendra la réponse politique pour ce que c'est. Mais Ouais. et donc t'habites chez papa-maman. T'as 18 ans, tu joues ton match, tes matchs corse. Là, tu penses que tu vas devenir pro ou t'as une autre aspiration professionnelle? Ah, j'y crois un peu, quoi. J'y crois un peu, hein, j'y crois un peu. Quand on faisait les matchs équipe première contre équipe réserve, le mercredi, quand de temps en temps tu passais dans le camp d'en face, tu te disais, bon, ouais, pourquoi pas, quoi. Je veux dire, pourquoi pas. C'était pas gagné, c'était pas une garantie, mais déjà tu mettais un pied du bon côté. Et, si, puis il y a les anciens, comme tout à l'heure vous me demandiez, et il y a toujours des petites phrases, des petits mots, des comportements qui font que tu te dis, ben ouais, je suis accepté, ça se passe bien, pourquoi pas. Après, le métier, c'est autre chose, il faut Oui. s'accrocher, il faut pas. Ouais, moi, j'avais arrêté un peu les études aussi. Je mettais la mobilette dans la deux chevaux de mon frère, on allait faire du carrelage à droite et à gauche. Le jour des entraînements, je prenais mon mobilette dans la voiture et je revenais dans l'après-midi aller m'entraîner le soir, quoi. Je veux dire, bon, c'est comme ça. Et puis après, il y a des choix, quoi. C'est comme ça. Donc tu avais un peu mis tous tes billes dans l'option foot, quoi. C'était soit le Oui, foot, oui, soit oui, on verra après, oui. quoi. Ça, c'est indiscutable. Et t'aurais fait quoi comme métier si t'avais pas été footballeur? Branleur, je sais pas. Non, Ah non, bon, le métier de Michel écoute, alors. Ok. écoute, j'étais dans le. Le rêve. Je bossais avec mon frère aussi. Quand je te dis que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé pendant 2 ans. Été carreleur. Donc, aujourd'hui, si vous avez une salle de bain à faire, Bah tiens, justement, alors t'en parles bien. vous me logez, je viens vous, Alors je viens là, vous tu le viens de faire. tendre une perche énorme à Guillaume. Tendre une perche, parce que j'ai déjà Voilà. essayé de recruter Loïc Amis pour peindre ma maison. Ah, Parce que d'accord. Loïc Amis, il était plutôt dans la peinture. Loulou. On avait Guillou qui était plutôt sur la chaudronnerie. Et j'avais deux, Ouais. trois trucs à faire, donc pourquoi pas. Mais j'ai une petite maison près de la Baule et il y a un petit problème de Ah, carrelage. Donc il y avait René, plus si t'es d'ouvriers, il y capable, avait plus d'ouvriers avant qu'aujourd'hui, hein. ouais, Ouais. c'est clair, Il c'est y avait plus exactement ça. d'avant, Ouais, hein. surtout les retraités Ouais. veulent pas bosser, hein. C'est vraiment Ah, n'importe quoi. ah ouais, ouais, non, 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 on pousse les jeunes à travailler pour nous payer la retraite. Ah non, mais maintenant, j'ai plus qu'à trouver un plombier, quelqu'un qui avait un peu Ah, de. Et là, j'ai toute une équipe de foot qui peuvent m'aider à refaire ma petite maison à la Baule. oh, en cherchant bien, il doit bien avoir un ou deux qui traînent. Bah, Alors, Giresse faisait de la Ouais, charpente, hein, donc il peut peut-être ouais. t'aider pour les Ouais, fondations, tout ça. Alain Giresse faisait de la charpente avec toi comme carreleur et Loïc Amis sur la Gigi, peinture. Gigi était capable de monter sur le toit. Ouais, 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 ah, exactement. ça, Alors, des petits toits des niches, mais ouais, ouais, pas trop, des niches de chiens, ouais. voilà, exactement. D'accord. Le carrelage, est-ce que c'était parce que tu envoyais du mastic ou ça n'avait rien à voir? Ce qui est sûr, c'est que quand on avait posé les carreaux, il tenait bien. Donc, je pense que j'ai copié en tant que joueur de devoir Ouais. et défensif, j'ai gardé de bonnes valeurs de ce qu'on faisait dans le métier. Ouais. Donc au bout de 2 saisons, tu es un régulier. Il faut vraiment à peu près 2 saisons pour faire partie de manière quasiment continue de la rotation. 74-75, tu fais quasiment tous les matchs. Tu joues 35 matchs sur 38. Donc tu t'installes vraiment dans la rotation de l'équipe première. Et j'aimerais qu'on revienne, si tu nous permets, sur ce match de la saison 75-76, mai 76. Nîmes joue contre Saint-Étienne. 2 joueurs stéphanois sont blessés et du coup, pour reprendre une expression chère à ton homonyme René Girard, Nîmes devient un peu le bouc émissaire du foot français en disant voilà, les Nîmois ont massacré nos joueurs, le match n'aurait pas dû avoir lieu avant la finale. Toi, tu as joué le match, tu faisais partie de cette équipe. Comment tu ressens ce débat qui, on en entend encore parler 40 ans plus tard, Oui, 46 ans plus tard? Ouais, ouais, ça, exactement. fait- ça, fait, ça fait mal, hein, ça fait très mal parce qu'on a été traité de voyous, tout y est passé, quoi, je veux dire, hein, et moi, j'ai une autre vision des choses, c'est que, comment je pourrais te dire, déjà, si c'était aujourd'hui, je pense que
la fédération était fautive. Je crois qu'on joue pas un match 3 jours avant ou 4 jours avant une finale de Coupe d'Europe. Ou alors, faut l'acheter à la tapis, quoi. Éventuellement. Éventuellement. Et ensuite, pas faire jouer le match. Et puis après, alors si c'est moi qui le dis, on va dire, oh, Gérard, il marchait pas sur des œufs, il était ci, il était mis. Mais Saint-Étienne avait l'habitude, surtout à cette période-là, de faire manger un petit peu tous ses adversaires. Nous, on avait un match de football à discuter, le niveau olympique contre l'AS Saint-Étienne. La finale de la Coupe d'Europe, c'était pas entre guillemets, c'était pas notre problème. Pas à dire que on allait là-bas pour massacrer les Verts ou pour quoi que ce soit. Non, on allait là-bas pour faire un match de football. Je dirais qu'ils ont été aussi virulents et aussi engagés que ceux que nous avons pu l'être. Alors bon, si on veut résumer ça, je dirais à comment je pourrais te dire, à un regard par rapport aux 2 blessés qu'il y a eu. Il y a eu 2 blessés, je crois que c'est Farison et je ne me rappelle plus qui c'était l'autre. C'est Farison et Sinagal. Et Sinagal, oui. Donc pour nous, ça tournait à nous de boudin. C'était pas notre intention du tout, mais on s'est fait rentrer dedans comme il rentrait dans beaucoup d'équipes aussi. Lui, il faisait pas de cadeaux. Je pense que s'ils avaient eu peur vraiment que il se passe des choses pas recommandables, ben, ou ils auraient levé le pied, ou éventuellement, moi je pense que la solution était de déplacer le match, mais j'y pense après coup, parce que loin de penser que des choses comme ça pouvaient arriver. C'est pas tous les jours qu'on avait une équipe en finale de la Coupe d'Europe, hein, c'était assez exceptionnel. Voilà, donc moi, quand je regarde un petit peu les choses qui auraient pu se passer ou que les décisions qui auraient pu être prises, voilà. On a joué un match engagé parce qu'on ne voulait pas en prendre 15 non plus. Je veux dire, bon, c'était On a comme pris ça. 5, hein. Ouais. Et, pardon? Vous en avez pris 5, hein, quand même. Oui. C'est un match, Ouais, un match mais difficile. on menait 2-0. Je crois qu'on menait 2-0 à la mi-temps. D'accord. Pour dire que les choses ont tourné après, et de quelle façon. Mais enfin, bon, c'est vrai que c'est lamentable de voir les proportions que ça avait pris, quoi. Je veux dire, bon, ouais, c'est des choses qui te marquent longuement, quoi. Pour quelqu'un qui reprendrait les théories du complot, il n'y a pas eu de contrat, il n'y a pas eu de message Non, particulier de non, Firoud avant le match, on est d'accord? non. D'accord. Non, oh, c'est de là à mettre des contrats. J'ai vu qu'un match où il y a eu les contrats, c'est PSV, quand on a reçu PSV Eindhoven, Coman sur Tigana, ouais. de dire on va, non, on jouait Saint-Etienne, on a pris 5, on ne s'est pas laissé faire. Mais bon, après les blessés, oui, ça tombait vraiment mal, quoi. Je veux dire, moi, je pense que la solution, c'était de reporter le match, tout simplement. On a essayé de jouer comme il faut aussi. Malheureusement, il y a eu ces 2 blessés qui ont certainement amené peut-être la SS de pas gagner cette Coupe d'Europe. C'est peut-être ça, peut-être pas, on ne sait pas. D'accord. Non, bah, merci pour ta franchise. Qu'est-ce que toi, tu retiens comme étant les principales anecdotes de tes années nîmoises? C'est quoi tes souvenirs les plus marquants de cette génération dorée de Nîmes? Bah écoute, avant nous, il y a eu les autres. Il faut dire que 71-72 ont été marqués par des Coupes d'Europe jouées Oui, c'est vrai. contre les Quatrième et Grachov, deuxième, oui, c'est contre vrai. Setubal. Mm. Et nous, j'étais de Vauvert, Mézy du Gros-du-Roi, Mhm. Jackie Novi était de Bellegarde. Je veux dire, on était tous de patelins environnants, quoi, je veux dire. Ouais, c'était une équipe de copains, quoi, je veux dire. Et tous à 10-15 kilomètres de Nîmes. Donc l'osmose était facile à trouver. Il faut regarder aussi que dans ces périodes-là, Nîmes a gagné, je ne sais pas, 2 ou 3 fois la Gambardella,
quand je parle des juniors et des jeunes joueurs qui opéraient à Nîmes, les Nîmois ont souvent été présents, quoi. Je veux dire. Donc, ça veut dire qu'il y avait une ossature, qu'il y avait un groupe, qu'il y avait de jeunes joueurs. Tous qui sortaient à peu près avec le même état d'esprit, sortaient de la région, du coin, quoi. Tout le monde était plus ou moins formé dans l'esprit, quoi. Tu passes, je crois, 8 ans, c'est ça, à Nîmes? Un peu plus avec des jeunes. Je passe 8 ans Oui, en tant que pro, ouais. En tant que pro, oui. de 72, mon premier contrat, 72, 60, enfin, je suis parti à Bordeaux en 80. D'accord. Donc un Voilà. petit moment. Et qu'est-ce qui te pousse, alors à part la réponse évidente, j'imagine, c'est bon, tu veux avoir un peu plus d'ambition, faire partie de vraiment jouer les premiers rôles dans une équipe de Bordeaux qui est vraiment dans sa période, ou en tout cas joue une de ces périodes dorées. Comment tu négocies ton contrat? Comment est-ce que tout Pourquoi tu ça pars? arrive? Ouais, Pourquoi tu pourquoi pars? tu pars? Est-ce que tu peux un peu nous raconter cette période de ta vie? Écoute, au départ, comme je dis, c'était m'arracher à ma région, m'arracher au club à Nîmes. C'était une chose à laquelle je pensais pas trop. Et puis, petit à petit, l'idée a mûri le club avait besoin d'argent. D'abord, ils avaient besoin de finances. Donc, ça a duré pendant 2 ans à peu près. Tu pars pas, on veut pas, jusqu'à ce que Didier Coécou et le président Bess décident de venir me rencontrer à Nîmes pour me dire leur désir de m'enrôler, quoi. Hein. Je veux dire, donc, j'ai pris ça avec beaucoup d'attention, mais pas très, pas très formel quand même dans ma demande de partir. C'est vrai, tu as dit quelque chose de juste, c'est que faut dire que Bordeaux n'était pas le Bordeaux d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Bordeaux est en pleine reconstruction. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Bordeaux en 80 avec Marius Trésor, François Bracci, Jeannot Fernandez et moi-même. On était 4 sudistes à arriver à Bordeaux. On n'était pas encore le Bordeaux. On a vécu une décennie assez exceptionnelle avec 3 titres quand Incroyable. même de champion de France, avec 2 Coupes de France, une demi-finale contre la Juve. Nîmes me lâcher et Bordeaux venir. J'ai signé à Bordeaux, j'habitais toujours au Vert. Et Ah le bon, président d'accord. Tu signes à Bordeaux, tu habites à Vauvert encore. Ok, très bien. toujours. Mais t'habites plus Et, chez tes parents quand même. non, non, ça y est, c'est fini. Et ils viennent me chercher pour m'installer. C'est le président qui vient me chercher. Les joueurs étaient en stage à Aix-les-Bains, où on allait avec Aimé Jacquet assez souvent. Et il arrive dans Vauvert avec une Bentley. À Vauvert, à part les 2 chevaux, les 4 chevaux, les arondes, les Et les pétrolettes. Bentley, ils ne savaient pas ce que c'était, quoi. Parce que tu avais le cul qui dépassait le village derrière et le devant de la voiture, pareil. Et donc, La voiture était dans le village, quoi. Elle traversait le village facile. voilà, ouais, ouais, comme on ne voulait pas partir. Donc voilà, j'ai un départ assez mélancolique. Ouais. Ça a été très, très, très dur de partir. Ouais. C'est toi ou c'est aussi ta femme à ce moment-là? Non, c'est les deux. Ouais. C'est les deux. Ouais, Ouais. ouais, il était hors de question. Bon, je suis parti un peu comme souvent, m'installer tout seul, faire un peu. Et ma femme m'a rejoint après, mais bon, il était hors de question de partir tout seul, quoi. J'avais ma fille, j'avais des enfants. Pour moi, c'était un équilibre. Donc, je partais pas tout seul ou je partais pas du tout. Ouais. Ouais, d'accord. Mais bon, c'était l'ouverture de quelque chose sportivement, de quelque chose d'alléchant, quoi. Et tu as mis 2 ans. Donc, ce que tu dis, c'est que de 78 à 80, tu es un petit peu Ah, dans cette acceptation du changement, quoi. c'est délicat, hein, Mmh. t'es ballotté un petit peu, tu pars pas, on est d'accord. Par exemple, le jour où j'ai signé, ça faisait 1 an et demi, 2 ans que les dirigeants discutaient. Un jour, j'apprends qu'ils sont au club, les Bordelais sont au club avec le président Calabro, et ils sont là en train de discuter. Puis c'était en 78-80, c'était plus Kader Firouz, c'était Henri Noël qui était, Oui. qui était le coach. Il arrive du siège, il me dit René, ça y est, le club est d'accord, à toi, va discuter. Ouh là là,
ça fait drôle. J'étais sur le terrain en train de m'entraîner. Donc je suis parti au club et discuter. Moi, j'avais pas d'agent à l'époque. À part faire le tour de Vauvert, je connaissais rien d'autre. Je découvrais ce monde. Et puis je suis parti. Voilà, ça a été très 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 dur à faire. Tu penses que si tu avais eu l'occasion, tu aurais voulu faire toute ta carrière à Nîmes? Ou maintenant, rétrospectivement, tu dis, bon, j'aurais quand même raté pas Je mal de pense que choses. si j'avais pas senti à un moment donné, que le club avait besoin de finances, que j'ai ressenti aussi que pour moi personnellement et sportivement, il fallait peut-être que je goûte à autre chose, Ouais. que j'ai autre chose à me mettre sous la dent pour pouvoir progresser, avancer. Il y avait eu une petite étape, je ne sais pas si vous vous rappelez ma première sélection en équipe de France junior aussi, c'était, comment il s'appelle, Stéphane Kovac qui avait Ouais, oui. qui avait pris l'équipe L'équipe 1, de ouais. France, hein, et qui m'avait sélectionné pour la première fois, donc qui avait accentué encore cette envie de faire quelque chose dans ce métier, quoi. Ouais, de passer à à une étape un peu différente, mais ça Ouais, parce semblait que bon, effectivement. il sortait de Oui. l'Ajax, il avait l'équipe de France. Quand il vient, qui te dit, voilà, avec son petit accent, ça serait bien, on va voir un petit peu. Ça a été pour moi aussi une rampe de lancement. J'imagine que financièrement, c'était un peu plus intéressant aussi d'être à Bordeaux. Qu'est-ce que tu as fait de l'argent que tu as gagné à Bordeaux? Parce que, à mon avis, tu as la tête sur les épaules quand même à ce moment-là. Je te vois pas avoir acheté une Ferrari ou une Bentley. Non, 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 je suis pas tout ce qui est matériel, non. Je partais sur Bordeaux, j'avais une petite voiture qui n'aurait pas tenu la distance, donc j'avais commandé une des toutes premières Renault 5 à Oui, 4 d'accord. portes. C'était pas Waouh! non plus un achat Non, mais complètement 4 portes. Voilà, somptueux. non, mais bon, Ah, pardon, Eh, oui, 4 portes. oui, 4 portes. 4 portes, c'était l'option, avec option radio. 4 portes, c'était les toutes premières. Ouais. J'avais découvert. Non, non, puis bon, moi j'avais fait ma maison ici, dans laquelle je vis aujourd'hui, hein. J'avais pas eu l'occasion de trop l'habiter. Je l'avais construit en 78 et je suis parti en 80. Et puis, comme tu habitais toujours chez tes parents, forcément, tu n'avais pas trop eu Non, l'occasion. j'habitais là, mais je campais plutôt, hein, que véritablement être D'accord. installé. Mais bon, ça me gênait pas. D'accord. Je savais d'où je venais, où j'allais, donc c'était sans problème pour moi. Les échos qu'on a de Claude Bell, c'est que les négociations avec lui étaient assez simples en fait. Parce que tu lui disais quelque chose, s'il était d'accord, il te serrait la main et c'était fait. S'il n'était pas d'accord, ça se savait aussi. Tu te souviens des négociations? Elles sont rapides. Tu sens qu'il y a quand même un step-up, j'imagine, par rapport aux Non, conditions dans ça lesquelles a tu été étais assez à Nîmes rapide ou... parce que ça a été assez rapide parce que j'avais pas d'agent. À D'accord. l'époque, ça existait moins ou peu, mais enfin, Ouais. moi, je n'avais pas. Et à partir de là, la discussion a été très simple. Il n'y avait pas photo avec Nîmes, hein, c'est sûr. Ça n'avait aucun rapport. Mais bon, des discussions, oui, qui pouvaient que me décider à partir, quoi. Je veux dire, D'accord. à tenter une nouvelle expérience. C'est vrai qu'avec lui, tu savais où tu allais, ça, tu t'en écoutais pas. C'était, voilà, c'est comme ça, et puis point. Et puis, tu es d'accord ou pas d'accord, tu peux faire tes propositions aussi. Je veux dire, c'est toujours un petit peu comme ça, quoi. Et tu arrives dans un club, Bordeaux, qui est quand même à la pointe de certains aspects d'infrastructure, de centre de formation. Pas tout à fait. Parce que quand je suis arrivé, on s'entraînait encore ailleurs. Et le camp d'entraînement qu'il y a aujourd'hui Oui, n'existait pas. d'accord. Ça a été fait parce qu'on a fait rentrer beaucoup de sous, comme à Montpellier, faire rentrer beaucoup d'argent pour pouvoir bâtir un camp d'entraînement. On se déshabillait. Bon, c'était le château qui a actuellement, mais bon, qui n'était pas rénové. C'était très lugubre comme D'accord. vestiaire, c'était assez moyen. Et après par la suite, ça s'est amélioré. Il y a eu de belles choses sportivement et au niveau installation, le club a commencé à prendre des élans à partir de là, quoi. Je veux dire, 80. Pas choqué positivement? C'est pas un autre monde en termes d'infrastructure par Non, rapport à pas Nîmes? encore, pas encore, pas encore. Intéressant. Il s'est construit des choses petit à petit, mais
Je suis pas arrivé dans un club, par exemple, quand j'ai signé à Lille en tant qu'entraîneur, tu arrives, tu as un stade qui se court, tu t'entraînes dans des trucs chauffés. Je veux dire, bon, voilà, c'est vraiment autre chose, quoi. Alors, je veux juste pour nos auditeurs lister les joueurs lors de ton premier match à Bordeaux. C'est en juillet 80. C'est vraiment une équipe magnifique. Tu as Gernot Rohr, François Brachy, le regretté François Brachy qui vient de nous quitter, Ça, ouais. Ouais, Marius tout à fait. Trésor, Touvenel, Alain Giresse, Jean Fernandez, toi, Bernard Lacombe, Albert Gemrich. Donc, c'est que des internationaux, quoi, que ce soit allemand ou français. Ouais. C'est une équipe qui envoie du bois, mais qui est technique aussi, qui est solide à toutes les lignes, quoi. Et donc, quand tu commences, toi, t'as un peu des étoiles dans les yeux. Est-ce que tu te sens sûr de toi? Est-ce que tu dis, il va falloir que je prouve que j'ai ma place? C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Écoute, mon état d'esprit, il était en fonction, il allait un petit peu dans le même sens que l'équipe qui avait été bâtie, quoi. Je veux dire, on avait une équipe ouais, on pourrait dire de stars. Aujourd'hui, on emploie le mot Ah bah oui, facilement. Donc, carrément, ouais. il y avait une équipe de stars, mais d'une bande de copains. C'était, voilà, ouais, une équipe de copains, prêts à se couper la tête les uns pour les autres. Il y avait Léonard Spech, pareil, c'est de la simplicité, mais c'était des mecs extraordinaires. Une Nanar Lacombe, solidité alsacienne. Ouais. ouais, ouais, Mm. complètement, complètement. C'était, il y avait quelque chose de super qui transpirait dans cette équipe, et c'est vrai qu'on pouvait aller, ouais, on était prêt à aller au combat partout, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose de, ouais, on avait une belle équipe, sportivement, mais humainement, on avait une équipe qui tenait la route. Cette équipe vraiment considérée comme la meilleure équipe, enfin, en tout cas la première meilleure équipe de Bordeaux de tous les temps. Est-ce que toi, tu as des souvenirs de ces victoires, de ces trophées? Est-ce qu'il y en a un qui a une saveur particulière? Oh, je crois que là où on a failli toucher le Graal et qu'on est passé près c'est le match contre la Juve, hein. Ça a été humainement, sportivement, la relation avec notre public, ça a été fabuleux. Contre une équipe italienne, on parlait d'internationaux tout à l'heure, pareil, ceux qui avaient été champions du monde en 82, c'était les Rossi, les Platini, les Boniek. C'était une équipe fabuleuse, quoi. Avec des ballons d'or, ouais. Pas mal de ballons Ouais, d'or. ouais, c'était, bah, ouais, tu avais Tardelli, Chirea, Bonini, tu vois, il y avait une équipe, ouais, c'était fabuleux. On a failli ramasser la situation, mais bon, on avait perdu 3-0 là-bas. On avait loupé un peu notre match. Et on n'était pas arrivé. C'était une équipe pour refaire le retard. Il fallait avoir moins de 3 buts de retard, quoi. Je veux dire, deux pouvaient nous amener aux prolongations, mais bon, ça a été un match. C'était encore le vieux stade. C'était un Mm. public de fou. Ça a été un match vraiment. Je crois que c'est, enfin, je sais pas, mais si tu en parles encore au Bordelais, je pense que c'est le match qui a le plus marqué la période, quoi. Pour rappeler à nos auditeurs, donc c'est les années 84-85 où Bordeaux est en Coupe des clubs champions, où à l'époque, encore une fois, hein, il n'y a qu'un seul champion par championnat. Hein, ce n'est pas du tout la Champions League comme maintenant. Il n'y a véritablement que le meilleur. Et donc, Bordeaux d'abord bat l'Atlético de Bilbao. Ensuite, en huitième, affronte le Dynamo de Bucarest, avec toujours une période où les clubs de l'Est sont compliqués. Après, quart de finale, sans doute le nom le plus Benfica, difficile à prononcer, Dniepr-Dnieprotovkovsk. Je crois que c'est Nepopekov, ouais, Ouais. exactement. Donc, Nepopekov. et la Juventus en demi-finale, quand de l'autre côté, Liverpool a affronté le Panathinaikos. Et effectivement, Panathinaikos, tu veux dire, Guillaume? ouais, Ouais, pardon. et là j'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que quand quand on a joué, on a perdu contre la Juve. Il y avait Liverpool qui jouait, je me rappelle plus contre qui. On était, Panathinaikos. on s'est- on Contre des Grecs. s'était, on s'était réunis dans un château de vin. On a passé une soirée comme ça, et finalement, on était déçus de l'élimination, mais soulagés en même temps. Parce que je pense qu'il y aurait toutes nos familles qui auraient été là dans la tribune avec ce qui s'était passé au Ezel, tout ça. Ah C'était oui, finalement, on avait une Ah oui, c'est grosse vrai. déception, mais en c'est vrai, même ouais. temps, Ah on oui, s'est dit, effectivement, ouais. tu te rends compte, A posteriori, C'est on vrai, aurait peut-être eu j'avais de la jamais famille pensé à ça. qui était. Ouais.
C'est vrai. Ah oui, C'était. finalement, un coup du sort qui était peut-être pas Ouais, si ouais, mais, néfaste. bon, on peut pas savoir, mais bon, Mais je pense que vu ce qui s'était passé, c'était très chaud. Ouais. Alors, il y a deux anecdotes qui sont assez incroyables sur ce match contre la Juventus. Le premier, tu en as parlé récemment, match à Turin, sur un corner, Dropsy dit, mais attends, René, t'as du sang sur il y a du sang sur le ballon, du sang sur la chaussette. Ouais, Et apparemment, tu t'étais fait ouvrir le mollet sur un tacle de, je crois que c'est Cabrini, c'est ça? Cabrini, c'est Ouais, ça. 28 points de suture. Et toi, et donc évidemment, et donc je pense que Firoud aurait été fier. Et toi, tu t'en étais même pas rendu compte en fait. Et ouais, juste avant, il y a une action de jeu. Jeannot Tigana vient vers moi, on fait un écran relais comme ça, ce qu'on appelle, ou on appelait le passé là. Et Cabrini arrive défensivement et il emporte tout. Il emporte tout. Moi, je protège Jeannot. Cabrini arrive comme une bombe, comme ça, il m'attrape au niveau du mollet. Pourtant, on avait les protèges tibia. Hein, et avec son crampon, il m'ouvre carrément le mollet. Et on continue à jouer, à jouer. Puis sur un ballon qui ressort comme ça, à l'époque on pouvait jouer à le gardien. Hein. Ouais. Je donne le ballon à Dominique Dropsy, il me dit putain, René, il y a un truc qui ne va pas. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Le ballon était tout rouge. Tout rouge, et pour la bonne raison que j'avais un mollet qui était complètement ouvert. Donc le mollet ouvert et une béquille à la cuisse. J'avais pris Cabrini de plein. Jeannot était en Wow. pleine bourre, lui, mais moi j'étais coupé en quatre. Et Et donc, tu t'en étais pas rendu compte? et non, non, je courais C'est comme ça. l'adrénaline, c'est quoi? C'est genre, t'étais Après, tellement habitué à te prendre des. ouais, ben, tu sais, des fois, tu prends des coups, tu sautes à la tête, tout ça, tu vois pas toujours que tu es ouvert. Enfin, et je m'en étais pas rendu compte. Et puis, enfin, quand il me l'a dit, après, j'ai baissé la chaussette, j'ai compris, quoi. Ouais. Donc, voilà, c'est des petits trucs qui arrivent comme ça. Et alors, oui, je prends une béquille assez importante, je pouvais plus marcher. Alors, la droite, béquille, et à gauche, ouverture. J'étais complètement cassé. Les artistes Et, italiens, ouais. ouais, ouais, on le signalait pas trop, ça, mais ils étaient costauds là-dessus. Ouais. Ils étaient bien. Et donc, 15 jours après, ouais, 15 jours après ou 10 jours après, on rejouait le match retour. Je suis arrivé à la maison, je ne pouvais plus marcher. Les 28 points au mollet, tout ça. Mon objectif, et personne n'aurait pu m'empêcher de jouer ce match. J'ai fait le match retour. Pendant 15 jours, c'était la béquille, le mollet. Alors après, on a fait ce qu'il fallait pour que je puisse jouer. Mais bon, j'ai pu faire le match normalement. Et bon, j'en tire aucune gloriole, mais c'est des anecdotes, ça, que tu te dis, putain, ouais, quand comment on tu peut vois faire pour. exactement, et quand tu vois maintenant le football, alors, c'est un football différent, hein, mais je pense que c'est impossible. Enfin, c'est impossible maintenant Ouais, de mais voir Inimaginable. je Ouais. pense que imaginable. peut-être les joueurs prennent plus soin d'eux que ce qu'on Mm. peut. Enfin, c'est vrai ce qu'il dit, c'est que je m'en étais pas rendu compte, quoi. Je veux dire, bon, on est Ouais. tellement pris dans le truc, on est, C'est voilà, c'est- c'est juste la tu femme. René, joues. qu'est-ce qui se passe? Oui, ton bras. Attends, t'as oublié ton Ah bras dans la ouais, surface de ouais, ça y est, je l'ai réparation. perdu, Regarde, j'ai il y a laissé, trois doigts j'ai laissé là-bas. le coup de. Non, Ouais. mais c'est comme ça, ouais, ça s'explique pas, hein, c'est des moments, des moments, des moments chauds, quoi. Deuxième anecdote qui est, je trouve, encore plus belle. Donc forcément, c'est après l'Euro 84. Donc Gires, Platini, c'est les meilleurs potes. Ils ont fait 82 ensemble. On va y revenir. Et donc Platini arrive, c'est la superstar, déjà double Ballon d'Or. Et puis toi, tu le vois arriver dans les vestiaires, ou je sais pas exactement, mais est-ce que tu te souviens de cette anecdote? Tu peux nous en parler parce que je la Ça, trouve fantastique, parce que ça, ça c'est le match résume, retour, ça. C'est le voilà, match retour, ça. je trouve que ça résume exactement ton tempérament, ta grinta, et là où tu vois psychologiquement des choses que d'autres joueurs ne voient pas, qui ont sûrement ce qui a fait ta gloire d'entraîneur, quoi. C'est Ouais, on se ce genre refait de pas. détails, Mais quoi. c'est le match retour. Match retour. Déjà au match aller, gentiment, hein, on s'était fait un peu patoche, il nous avait un peu enfariné. Il était venu dans le vestiaire. Salut les mecs. Bon, en plus, très ami avec Baptiste, avec copain avec Gigi.
Et moi, peut-être un peu moins, parce que bon, souvent, c'était l'adversaire direct, tout, et ils n'étaient pas toujours contents de jouer contre moi. C'est comme ça. Et, 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 et T'étais une connaissance. Toi, tu étais une on- connaissance. Il y avait les potes et il y avait la voilà, connaissance voilà. René Girard. Et au match retour, je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, on sortait derrière le but, à Chaban-Delmas. Et donc, je me retourne et je dis, il nous a enfariné une fois, il ne va pas nous enfariner une deuxième, comme ça. Et je vois Gigi qui commence à lui parler, il dit, Plateau, je lui tape sur l'épaule, tout ça. Alors, je suis allé attraper Gigi par le bras, comme ça. Puis il parlera à la fin, mais Tu l'as soulevé par les cheveux. je l'ai attrapé par le bras, je l'ai sorti de là, j'ai dit, tu y parleras à la fin du match si tu veux, mais maintenant, on s'occupe que de notre match. Et ça avait jeté un peu, ça n'avait pas trop plu à Michel, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie des moments. Et parce que j'estimais, on avait perdu 3-0. Et si on mettait pas quelque chose de plus dans ce match, on ne pouvait pas revenir. Je veux dire, c'était une équipe qui était solide, qui était prête à tous les combats. Il n'y avait que des internationaux italiennes, les trois étrangers, c'était des internationaux aussi. Et si on commence à se parler, à se taper sur l'épaule, je t'aime moi non plus, c'est fini. Donc Mais voilà, il est-ce que fallait que les. justement, Michel, il était mécontent justement parce que tu avais percé à jour son stratagème et lui qui est hyper compétitif, il est capable de, même sur un truc de choc psychologique, il n'est pas content de s'être fait retourner. Hein. Est-ce que ça serait pas ça? Non, mais je sais, mais je n'étais pas là pour lui faire plaisir. Hein, Non, mais bien sûr. Non, mais bon, c'est des petits arguments qui font que tu peux aller, voilà, tu peux renverser une situation, quoi. Je veux dire, tu peux pas le prendre en dessous de la jambe. Ouais. Ouais, et puis tes 28 points de suture étaient aussi là pour témoigner du fait qu'ils n'étaient pas là pour rigoler, Ouais, les mais Turinois, des fois, tout gentils que Platini était. des fois, quand c'est d'autres, on dit pêcheur, il y a fait bobo. Mais quand c'est moi, ben c'était un dos, bien fait pour sa gueule. Ouais, c'est Voilà, mais clair. c'est pas grave, c'est pas grave, on est Et habitué. qu'est-ce qui a manqué à Bordeaux sur le match retour pour au moins égaliser? Vous avez gagné 2-0, vous perdiez 3-0. C'est quoi le Ah, petit manque? c'était dur parce que tu pouvais rien lâcher, quoi. Je veux dire, devant, tu avais Boniek, Paul Rossi, tu avais Platoche. C'était une équipe. Tu pouvais pas enfin, pousser. Encore, on avait fait un gros match. On les avait tambourinés. Il avait fallu pour les bouger physiquement parce qu'ils savent faire aussi. Hein, je veux dire, c'est des équipes qui ont l'habitude. Et Aimé avait pas voulu mettre un plan de jeu trop en rapport avec Platoche. Ce qu'il a fait au match retour, il a mis Garnaut dessus et Garnaut allait pisser avec lui, il n'a pas quitté. il, a, il a suivi partout. Et, et au match aller, en perdant 3-0, C'est dur. contre une équipe comme ça, c'est pas quasiment. Ou alors il faut marquer rapidement et puis bousculer, créer un petit vent de folie. Et bon, on a eu. Bon, on marque le second à la fin, même si Jean Tigana a l'occasion en fin de match de pouvoir aggraver le score. Ça aurait peut-être pu nous aider avec les prolongations de pouvoir aller un peu plus loin, mais ouais, je pense qu'il aurait fallu faire la différence un peu plus tôt et en prendre un petit peu moins là-bas. Oui. 2-0, c'était jouable, 3, c'était compliqué. Cette période des années 80. Tu as visité les pays de l'Est, donc on en parlait, Bucarest, Dniepr, bon, je ne peux pas le dire. C'est quoi ton... C'était en Ouais, de l'Est, ouais. pardon, avec l'accent. Dniepropetrovsk. À mon avis, ça devait être un choc culturel d'aller dans ces pays, toi qui viens de Vauvert et que tu te retrouves à Bucarest et à Dniepr, non? Vous êtes jeune pour vous en rappeler, mais quand on parlait de Bucarest, c'était OA, Ah oui, c'était c'était horrible. Raducanu, il fallait s'y frotter. Oui. C'était l'équipe nationale. C'était vraiment C'était l'équipe les équipes, nationale. Tous Ouais. ces clubs gardaient leurs l'équipe de joueurs. l'armée, ouais. Ils On gardaient leurs parlait de joueurs Dniepropetrovsk. et le sport était un moyen politique. Donc, Tout à fait, ouais. Tiens, on avait joué le Torpedo de Moscou, on avait joué le Dynamo de Moscou, on a joué la Juke Split. Le Spartak de Moscou. Le mais chaque fois, on y avait droit. On Ouais, se bien sûr. tapait une équipe russe, roumaine. On avait joué aussi, on a joué les Grecs.
Enfin, c'est pas le même coin, mais enfin bon, il fallait y aller. Hein. C'était pas simple non plus. Hein. Au-delà justement de la compétition avec non seulement un style de jeu différent, mais aussi effectivement une équipe très compétitive. Est-ce que toi, c'est aussi une culture complètement différente? Tu arrives dans des pays qui sont de l'autre côté du bloc. Toi qui viens de Vauvert, le petit village du Gard, est-ce que c'est un choc culturel d'aller dans ces pays ou en fait, tu as fait complètement abstraction Écoute, un de mes premiers matchs européens, c'est à Karsés-Jena. Oui, Vienna, qui était une grosse équipe à l'époque, qui jouait la Coupe des Champions. L'Allemagne de l'Est, on avait joué et ils nous ont tout fait. Le transport, on a joué à 2h de l'après-midi, ils nous ont tout fait. Des supporters sous les fenêtres, l'hôtel militaire, j'imagine, des trucs comme ça. C'est là où tu découvres que c'est un autre monde. Et en plus, c'était l'Est avec la Roumanie, la Russie, l'Allemagne de l'Est, la Pologne, c'était des pays où tu n'avais pas l'occasion. Non, j'aurais jamais pensé. Je sais pas, l'anecdote de Dniepopetrovsk, c'est quand même quand on est arrivé à Moscou, ils nous ont fait poser. Vous redécollez pas. Dniepopetrovsk, c'est une ville militaire, vous n'avez pas le droit d'y aller. C'est là que Bez a enclenché, ça a failli être un incident diplomatique. Bez est parti avec l'avion tout seul. Il nous a laissé à Moscou. Il a fait un aller-retour. Il a vu qu'on pouvait se poser. Il voulait nous faire prendre le train, faire 800 km en train voilà. C'était leur façon de, si Bez fait pas ça, on part tous en train et il a fait quoi, Bez, exactement? J'ai pas compris. Il a pris l'avion tout seul. Il a dit, puisqu'on peut pas atterrir, on peut pas aller à Dniepopetrovsk. Moi, je prends l'avion. Donc, je sais pas comment ils se sont démerdés. Il a pris l'avion avec les pilotes. Il est allé. Il a vu qu'on pouvait se poser et revenir. Donc, ils sont revenus nous chercher. Et on est retourné sur Dniepopetrovsk, qui est une ville militaire, tu sais, où les civils n'étaient pas autorisés à aller. C'était très compliqué. Mais il avait imposé, ça failli faire, parce que il a dit, s'il me laisse pas poser, on s'en va, on rentre en France, on y va pas. C'est une anecdote assez extraordinaire. Ça, et 2 ans plus tard, le mur de Berlin est tombé. Les gens ne savent pas que la première fissure dans le mur de Berlin, c'était Claude Bess. On est allé voir le morceau qui restait. Ouais. On est allé voir le morceau qui restait. Ouais, c'est vrai. Cette période avec les pays communistes, c'est vrai, Guillaume, je pensais pareil, ça nous passionne un petit peu. Est-ce que tu as des souvenirs, des anecdotes un peu particulières où tu t'es dit, attendez, mais je suis dans un film d'espionnage? Et je te pose la question parce qu'on a eu Gérald Passy qui nous racontait comment, quand il était en espoir, les espoirs avaient joué contre la RDA la veille d'un match de l'équipe A et qu'en fait, il s'était fait espionner par la Stasi, quoi. Ils avaient sympathisé avec des jeunes et puis ensuite même à l'étranger. À l'étranger. Je me rappelle pas c'est une équipe de l'Est qu'on avait joué à Bordeaux. À la fin, il y a les tantes, tout le monde vient manger tout ça et ils sont souvent friands de ça parce que chez eux, ils étaient un peu brimés. À toutes les portes, à toutes les sorties, il y avait, comment ils appellent leur police là-bas? C'était Stasi, le KGB ou le GPU à chaque pour coin, la ils Roumanie. surveillaient pour pas que les joueurs partent ou s'enfuient à l'étranger. Ah ouais. C'était des moments extraordinaires, quoi, je veux dire. Et puis, même nous, quand on allait jouer à Moscou, tout ça, il y avait, au départ, on n'y faisait pas trop attention, puis tu avais des mecs en civil qui surveillaient partout ce qu'on faisait, ce qui se passait. Dès qu'il y en a un qui sortait, il était suivi. Et puis on avait appris une chose, c'est que quand on arrivait en Russie, ils mettaient sur la sortie de l'avion, dans les salles qu'on traversait, ils mettaient des livres pour montrer que c'est un pays libre et décontracté. Et puis, quand on était passé, ils enlevaient décontracté, ouais, c'est comme ça, quoi. Ils remettaient dans la non. Non, mais c'est des trucs. C'est des trucs, ouais, c'était. Tu vis des choses assez incroyables quand même. Faut le voir pour le croire. Donc, pour te dire que quand tu sors de Vauvert, que tu te retrouves dans des situations comme ça, il passe de l'eau sous les ponts. Hein, c'est autre chose. Hein. Donc, je peux te dire, c'est des gens qui portaient la tristesse un petit peu en eux. Et c'est vrai que
ils étaient toujours un maillot pour eux, c'était sacré, quoi. Je veux dire, bon, tu leur faisais un honneur de pouvoir échanger ton maillot avec ces gens-là. Ils étaient en plus d'une gentillesse, mais tu sentais toujours que il y a quelque chose qui tournait pas rond. Enfin, ils vivaient comme ça, eux, ils étaient habitués. Hein, c'était. Mais bon, l'Est, on en a fait quelques-uns, et puis je peux te dire que c'est pas là où je souhaitais partir en vacances. Déjà, pour arriver à prononcer Diepopetrov, c'est la fameuse série de pénalty où Fernando Chalana tire du pied droit. D'accord. Ah d'accord, alors raconte-nous un peu cette anecdote avec plaisir. C'est Calif au bout, et on arrive à la série de pénalty et tir au but. Et Fernando, qui est plus gaucher que lui, tu vois pas, hein, pied droit, il s'en servait beaucoup mieux. Hein, il n'avait pas. Et il prend le ballon, on le voit partir pied droit, et il met le penalty, il marque du pied droit. Il nous a fait transpirer. Hein. Je peux te dire qu'on a dit où il va, comme ça, pour un match comme ça. Pourquoi il a fait ça? Bez avait promis une prime double s'il marquait du pied droit. Non, il se sentait où il avait deviné que le gardien était meilleur d'un côté que de l'autre. Enfin bon, il faut le faire. Moi, je ne m'aventurerai pas à frapper du faut gauche. Des cojones, ouais. C'est particulier. Et alors, autre séance de penalty, autre match de Coupe d'Europe mythique, c'est cette demi-finale contre Leipzig. On a eu justement Farjon sur le podcast qui nous racontait encore combien il se sentait, bon, je dirais pas honteux, mais combien il regrette de pas avoir tiré ce penalty. Et il nous racontait un peu l'après-match, comme quoi Bez a un peu défoncé l'un des deux frères. Je crois que c'est Zlatko qui l'a pas tiré, ou c'est Zoran, je me souviens plus. Zlatko a pas tiré, c'est Zoran qui a frappé. Ouais, il pas voilà. gardien. Zoran, et donc il l'aura fait Verkrust qui l'avait raté un peu avant aussi, mais il y avait aussi un Allemand qui avait raté. Il y en avait 4 ou 5 qui avaient refusé de tirer. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai à travers de la gorge. Chaque fois que je peux en retrouver un qui est tel que je lui rappelle, même si des fois il s'en rappelle pas. Il s'en rappelle, en tout cas. Vous savez comment ça marche, hein, les 5 premiers tirs. Bon, après, si tu es à égalité toujours, après tu finis la queue leu, quoi. Et là, à un moment donné, je me retourne, ça plus personne. Personne. Tout le monde avait enlevé ses crampons déjà. Ouais. Toutou qui frappait après les entraînements, il restait des heures et des heures à faire le con extérieur, machin. Plus personne. Qui c'est qui l'a manqué encore? Farjounette. Hein. Après, il y a eu les deux frères Vujo. D'habitude, c'était Zlako qui les frappait l'attaquant. Mais bon, il a eu une petite montée de fièvre, il a pas frappé. C'était une demi-finale quand même, c'est qui nous a mené la qualif. C'est Zoran qui le frappe. Il était tellement tétanisé qu'il n'est pas arrivé. Je crois qu'il n'est pas arrivé au but. Il a frappé dans le ballon. Le ballon a roulé, il s'est arrêté, je crois, à la ligne. Non, mais c'est vrai. Je crois que c'est une exagération, René. Ça me paraît. Non, bon, il aurait peut-être passé la ligne, mais il était tellement tétanisé qu'il a. Oh là, je te dis pas, quand on est rentré dans le vestiaire, ils ont entendu 2 mots. Hein. Alors, il y a Jacquet qui apparemment est très pédagogue et Bess qui l'est un petit peu moins. Raconte-nous un petit peu cette scène, s'il te plaît. Oh, mais j'ai pas trop souvenir. Le président, il était coutume de ce genre d'intervention, hein, quand il fallait. Le jour où on en a pris 9 à Monaco, on était tous déçus. Tout, il nous a dit, il vaut mieux en prendre 1 fois 9 que 9 fois 1-0. Il fallait le sortir dans des moments comme ça parce qu'il était la tête dans le cul, hein, 5-9-0. Non, il avait, comme il nous a fait jouer Gigi dans les buts quand on était allé à Nantes. Justement, c'est une autre dont j'aimerais qu'on parle. Ouais. C'est des événements que tu maîtrises pas, quoi. Non, mais t'es plus, comme tu dis, plus pédagogue. Bon, d'abord, c'était ses joueurs, il pouvait pas non plus. Il te disait ce qu'il avait à dire, mais bon, d'une certaine façon. Parce que l'autre, il mettait pas des gants. Hein. On parlait tout à l'heure de certains présidents, lui, Loulou, tout ça, c'est des mecs qui ont franc-parler. Hein. On va en parler. Et donc, Claude Bèze, justement, tu viens de l'évoquer, ce match complètement hallucinant. Pour le coup, j'ai pas d'autre terme qui vient à l'esprit. Contre Nantes, je crois que il me semble que c'est en 82 peut-être. Je crois que c'est la dernière journée du championnat.
en Attends, bon, 82. ça doit être, ça doit être ça parce que c'était Pantelic dans les buts cette Ouais. année-là. C'était Ouais, Dragan exact. qui était le gardien de l'équipe, mais qui jouait pas à cause de. Il s'était fait casser le drapeau de l'arbitre de touche. Je crois que c'était à la maison contre Lens. Il avait pris 1 an de suspension. Ouais, donc juste pour expliquer, c'est lui qui avait cassé, c'est lui qui avait tapé l'arbitre. Hein. Ouais. Juste pour bien Ça avait préciser été, ça pour avait les été, auditeurs. Hein. ça avait été chaud et il avait pris. Il a pris 1 an. Ouais. Il avait pris 1 an et comme ça n'avait pas plu au président B, on partait jouer à Nantes. Bordeaux-Nantes, c'est un derby de fou. Derby de l'Atlantique. Et il nous dit, voilà, ça devait être Christian Delaché qui devait être le 3e gardien. Il dit, c'est pas lui qui va jouer dans les buts, c'est Gigi. Oh putain, Gigi dans les buts. Est-ce qu'il l'a choisi parce qu'il Giresse avait un petit niveau ou il l'a choisi parce que c'était le plus petit de l'équipe? Non, parce que c'était le capitaine. Ah, parce que c'était le capitaine, ok. Capitaine. Ouais, capitaine, il a voulu marquer le coup. Lui, il a dit, je n'ai rien à faire du résultat. Mais Gérard Soler avait voulu dire, mais président, si on gagne, je dois fermer ta gueule. C'était indiscutable. Il y avait c'était Chopin, il y avait 25 000 personnes. Des fous, le derby, alors les gens croyaient qu'on se foutait de leur gueule alors qu'on n'y était pour rien. On joue, on attaque, 3 frappes, 3-0, où là on commence à se poser des questions, et puis 5-0, on finit 6-0, je crois, on se tire pas trop mal. Et c'est Marius qui finit dans les buts. On fait tourner on fait tourner un peu pour voir qui peut prendre la place, quoi. Il y a une place à prendre, quoi. Juste un petit détail pour les auditeurs, hein, c'est que Giresse est au poste de gardien en première mi-temps, mais il joue goal volant, c'est-à-dire comme quand on joue dans la cour de récré, c'est-à-dire qu'il a un maillot de gardien, un maillot rouge, mais il joue au milieu de terrain, et donc à chaque fois il revient pas, et c'est Marius Trésor qui peut pas utiliser ses mains, qui se retrouve gardien, qui est dernier défenseur. Mais c'est après il a été officialisé gardien de but. Il a plus touché le ballon. Mais ça a été. Pour préciser aussi, Alain Giresse, c'est 1m62 quand même. Oui, 1m62, goal volant. Je ne sais pas s'il avait pris un but à l'OB, je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Ouais. Est-ce qu'il t'est fait l'OB? Les Nantais, en plus, ils avaient une belle équipe, hein. C'était solide. Et puis, plus ils nous enfonçaient, plus ils étaient contents. Et nous, on n'y était pour rien. René, j'ai retrouvé le penalty de Vujovic. Je vais essayer de partager mon écran et tu vas me dire si tu le vois. Attends. Il y a 5-5, c'est le premier tireur. D'accord? Est-ce que tu vois, René? Il a protégé tous ses copains qui ne voulaient pas frapper. Voilà, exactement. Mais je pense qu'à ce moment-là, il doit se demander où il va mettre le ballon. Il n'y a rien de plus terrible quand on n'est pas prêt à faire face à une décision comme ça. Et les buts sont petits, ils paraissent grands, mais ils sont petits quand on est là. Alors c'est parti. Il a pris Zoran. Il n'y a pas de puissance. Hein. C'est une passe au gardien, mais sincèrement, il était tétanisé. Bon, on lui en veut pas parce que lui, au moins, il a frappé. Mais bon, il y en a, on les a pas revus, hein, ils sont rentrés au vestiaire. Le dernier tireur, c'est le gardien qui prend ses responsabilités. Et là, il tire une énorme mine, hein, au contraire de Zoran. Il s'est pas emmerdé. Oui, lui, il y a 0 question. C'est vraiment une énorme mine. Donc, tout le contraire de ce qu'on attendait quand même. Non, mais je veux pas dire de conneries, mais Zoran, je sais pas si on n'est pas allé le chercher dans les vestiaires. C'est vrai. Enfin, lui, comme d'autres, il y a plus personne ne voulait frapper son penalty. C'est quelque chose de frustrant. Hein. C'est terrible. Et que tu leur en veux encore. J'allais dire, tu leur en aurais voulu pendant combien de temps? Je ne veux pas. C'est rigolo. Comment on rigole là quand on les voit, mais bon, faut pas qu'ils déraillent quand même quand on discute. Canard, ça revient vite. Tu parlais du surnom de Farjon, tu l'appelais Fargette. Toi, tu avais un surnom ou pas pendant tes périodes nîmoises moi, on me mélangeait pas avec Gigi, ouais. Mais alors, comment vous faisiez, toi et Giresse, sur le terrain? Donc, quand on parlait de Gigi offensivement, bon, on cherchait dans les 18 mètres adverses. Et quand on parlait de Gigi dans la surface de réparation défensive, on parlait de moi. Non,
Quand on Et en disait gardien, Gigi, on parlait arrête, tu aussi vas de avoir un Giresse. carton rouge, on savait à qui on s'adressait. Ouais. Et quand on Ouais, disait Giresse, attention, il tire au but, ça, on savait que c'était Alain c'était Giresse quand lui. il était dans les Non, caisses, quoi. non, Voilà, mais bon, il est. Moi, il y en avait. Enfin, c'est plus ici dans le Gard, tout ça. Moi, c'est Néné, le surnom qu'on me D'accord. donne. D'accord. Parce que comme c'est René, on Ouais. m'appelait plutôt Néné. C'était pas d'une grande originalité, en tout cas. Non, mais bon. Gigi et Néné. c'est c'est sympa, c'est sympa. Bon, C'est sympa, mais c'est effectivement, sympa, c'est sympa. Le dernier match, tu l'as un petit peu évoqué, mais je crois qu'il y avait eu un petit problème technique à ce moment-là, c'est que tu parles du contrat. Et je me souviens de ce match qui m'avait rendu fou, notamment les jours après. C'est PSV. ce match contre le PSV avec Koeman. Mais depuis ce jour, je déteste ce joueur et maintenant cet entraîneur parce que j'ai jamais oublié vraiment cette. Et il le disait fièrement. Donc, pour rappeler un peu, ou peut-être tu peux le rappeler à Ouais, nos auditeurs les plus il s'en jeunes. est vanté, ouais, il s'en est vanté. Ouais, c'est vrai. Raconte-nous un petit peu ce match et tes Non, mais relations. c'était PSV, je sais pas si tu te rappelles, en fait, c'est une équipe quand même assez. Il y avait celui qui a entraîné à Marseille aussi, qui jouait latéral droit. Guéretz. Le Belge, Guérette, le Belge Eric Guéretz, Guérette. Eric Guéretz. Guéretz, ouais. Ils avaient une belle équipe, c'était solide, c'était costaud. Les Hollandais sont pas toujours des gens qui font dans la gentillesse, je veux dire. Donc, et Oui. c'est vrai que Coman s'était occupé particulièrement de Jeannot. Coman avait été particulièrement désagréable et on était arrivé par la suite à découvrir que plus ou moins il avait le rôle de s'occuper de Jeannot, quoi, tout Ouais. simplement, quoi. Je veux dire, et il avait bien fait, quoi. Mais je sais même pas s'il n'avait pas attrapé, si Jeannot avait pas été blessé aussi, s'il n'avait pas eu. Si. Alors, Tigana avait déjà une cheville qui était un peu douloureuse. Ouais, D'après c'est mes ça, souvenirs ouais, de c'est ça, l'époque, il ouais. avait une cheville douloureuse. Et que il avait dit après coup, il s'en était vanté. Ouais, que c'était, Ouais, tout à fait, il ouais, avait non, un il s'en contrat sur était. lui. Et donc, Tigana est sorti à un quart d'heure de la fin, Et blessé. on avait fait match nul là-bas, ouais, chez eux. On avait fait un parcours, un partout. Ouais, et Ouais, ouais, ils avaient exactement. gagné, je crois d'ailleurs. Il me semble que c'est l'année où Ouais, ils ouais, ils gagnent. s'étaient qualifiés, ouais, ils étaient passés, parce qu'on fait match nul là-bas et je crois qu'ils avaient gagné 1-0 à la maison. Enfin, Oui, chez nous. non, 1-1, Un peu, c'est 1-1 et 1-1. après 0-0. C'est 0-0, et 1-1. c'était raison, ça avait été serré, ouais, c'est ça, ouais, c'est Ouais, ça. ça a Ouais. été hyper serré, 1-1 Les à buts Bordeaux. Donc extérieurs comptaient double, ouais, c'est ça, ouais, ça va bien. exactement. Et au match retour à Eindhoven, et là, pour le coup, Tigana, à cause de cette faute du premier match, il jouera que le dernier quart d'heure du 0-0. Donc Ah en ouais, fait, tout à fait. il joue 60 minutes le premier match et un quart d'heure le deuxième match. Tout à fait, ouais, ouais, c'est ça. Vraiment Passé. une belle équipe de Bordeaux encore hein, pour rappeler. Tu as Ouais, Ferreri, c'était Farjean, les frères Viovic de nouveau, Touvenel, Didier Sénac, Alain Roche, le jeune Alain Roche Bercruis, Weber. ouais. Ouais, Alain Ouais, il y avait Roche des bons. qui te considère véritablement comme son mentor, hein, on l'a eu récemment. Allez, Ouais. c'est des bons petits. C'est un des rares. Il y a eu un peu Bernard Gimenez, mais Alain est un des rares jeunes à avoir percé pendant cette décennie. Quoi. Ouais. Fallait faire fort. Hein. Et lui Bah, avait titulaire ouais, été à 18 ans. Ouais. ouais, indiscutable. Ouais. Puis une mentalité. C'est pas étonnant. Hein. Et quand je parlais de mentalité du groupe, il s'est fondu dedans, pareil. C'était un super garçon. Est-ce que tu peux nous raconter quand tu apprends ta première sélection? Alors, j'imagine que tu as été présélectionné un certain nombre de fois, mais ton premier match, d'après les recherches de notre stagiaire Alexandra, c'est contre l'Irlande du Nord en Irlande du Nord. 81. C'est le Ouais. dernier match, je crois, des qualifs, ou en tout cas parmi les derniers matchs de qualifs pour la Coupe du Monde Ouais. 82. Est-ce que tu es appelé avant et que tu joues pas, ou est-ce que c'est vraiment ton tout premier match, ton tout premier rassemblement avec l'équipe de France? Non, c'est mon premier. C'est mon premier, mais ce que je me souviens le mieux quand même, c'est la convocation pour la Coupe du Monde de 82. Enfin, que je revis le plus facilement. Bon, après le reste, c'était des matchs amicaux. L'Irlande du Nord, je crois que c'est un match amical. Je crois que c'est éliminatoire. Je crois que c'est les C'est éliminatoire. éliminatoires. Ouais, c'est à Lansdowne Road. C'est en octobre 80, d'après le site de la Fédé en tout cas. Il y en a un qu'on perd 3-2. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, C'est hein, c'est octobre ça. Hein. 81, ouais. Ben là, je joue là. Là, je joue. Ouais, 90 minutes. Est-ce que tu te souviens de ta convocation? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a marqué ou est-ce que Ben, les tu t'y convocations, tu attendais? sais, paradoxalement, on les apprend souvent par. Bon, il y a des bruits qui courent. Machin, c'est un peu comme à la Coupe du Monde, tout ça. C'est des choses qui. Tu es dans la voiture, tu vas à l'entraînement,
annonce du groupe qui va jouer contre l'Irlande ou qui va faire la Coupe du Monde. Tu es au volant, tu apprends ça, eh bien, tu mets un petit coup de frein. Tu dis, attends, c'est surtout comme, bon, moi, je n'avais pas fait 50 sélections non plus. Il y en a qui sont habitués, Ouais. ils sont régulièrement sélectionnés. Moi, je n'ai pas eu tant que ça. Et euh, dès que tu en as une, ben, c'est aussi, enfin, c'est le rêve qui se réalise quand même. J'ai joué pour son pays, c'est quelque chose de fabuleux. Et la réaction, tu la prends. Tu la prends plein la gueule, quoi. Je te dis, c'est pas possible, j'ai pas compris. Quand tu arrives au vestiaire, c'est en fonction de la réaction des copains que voilà, qui sont contents pour toi et qui te le font savoir, quoi. C'est là où vraiment tu prends conscience de ce qui se passe, quoi. Tu joues un seul match en 81. Ensuite, il y a un match amical. Tu joues une partie du match amical contre l'Irlande du Nord. Ça, c'est en mars 82. L'équipe est déjà qualifiée. Alors, encore une fois, la doublette, quoi. Comme la Corse, au début, tu commençais par Ajaccio, Bastia, et là, tu fais Irlande et Irlande du Nord. C'est vraiment... Et ouais, ouais, y être, et après y être, Angleterre. Franchement, y être, hein. Et après ouais, l'Angleterre, hein. ouais. T'as raison. Et alors, C'est à ce vrai, c'est moment-là, vrai. tu penses que tu vas être sélectionné. Est-ce qu'Hidalgo te dit quelque chose? Est-ce que tu penses que tes coéquipiers bordelais en équipe de France font du lobbying pour toi? Bah écoute, non, peut-être pas du lobbying, mais le nombre fait du lobbying naturellement. C'est-à-dire qu'il y a déjà 6. Je peux être le 7e si ça se présente. Et c'est vrai que dans la recherche de Michel Hidalgo, c'est d'avoir un effectif cohérent, costaud. Je peux en faire partie, mais loin de moi à penser que je vais partir, quoi. Parce que Ah, d'accord. au milieu, il y a du monde, hein. Tu as Didier Christophe, tu as Babat qui, je crois, Babat se blesse, hein. Il peut pas honorer la sélection, donc il peut pas partir. Bon, il suffit de pas grand-chose, hein, pour que la porte s'ouvre et que tu puisses aller frotter un petit peu à ce qu'il y a de plus beau, quoi, hein. Mais c'est vrai que s'il y a eu une surprise pour l'équipe de France, c'est certainement moi. Ah oui? Ça, oui, 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 parce que j'étais pas foncièrement désigné à partir à la Coupe du Monde. Voilà, j'étais un petit peu Le Facteur X. la, la surprise du chef. Ouais. Et comment étaient tes relations avec Michel Hidalgo à ce moment-là, quand tu es sélectionné? Michel était est toujours quelqu'un de très avenant, euh, avec qui tu peux discuter facilement. Non, c'est beaucoup de simplicité, quoi. Il te dit pourquoi il t'a pris. C'est pour ça que je disais un petit peu, peut-être que à un certain moment, ma présence aurait peut-être pu faciliter le remplacement de Baptiston. Baptiste quand il s'est Mmh. blessé. Mais bon, toujours beaucoup d'honnêteté dans ce qu'il te disait. Donc, ça aurait été malvenu de dire quoi que ce soit sur Michel et de lui reprocher quoi que ce soit, parce que peut-être sur 4 entraîneurs, il y en a qu'un qui m'a pris, c'était lui. Oui. Donc, Sur j'ai 3 pas grand. Michel, c'est seulement Hidalgo qui t'a pris. Ouais. Voilà, ouais, complètement, complètement. L'image qu'on avait avant de faire ce podcast, c'était que vraiment 82, c'est une équipe hyper soudée, une bande de copains dirigée par la main paternaliste et bienveillante de Michel Hidalgo. Et en ayant parlé avec un peu plus de la moitié des joueurs, c'est une image un peu plus nuancée qui revient. Il y a quand même des petits clans. Tu as la garde rapprochée d'Hidalgo, les Giresse, les Bossis et évidemment Platini, qui est un peu le relais sur le terrain. Tu as les Stéphanois, et puis notamment tu as Larios. Et bon, évidemment, on va pas revenir sur les On problèmes. était 7 Bordelais, hein. On était 7 Ouais, et il Bordelais. y avait 7 Et Bordelais, 7 Bordelais, exactement. grosse 7 communauté Bordelais, tu bordelaise. as le Saint-Étienne, mais j'ai l'impression que les Bordelais étaient un peu plus malléables, entre guillemets, que c'était moins un clan. Mais il y a quand même pas une super ambiance. Il y a Baratelli, l'affaire Baratelli. On était plus humbles. Ouais, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Exactement. Donc il y a Baratelli qui est pas très content de pas être titulaire. Il y a la surprise Ettori. Ah, Il y a ça a été, là aussi, le poste de gardien de but avait été très disputé. Ouais, ouais. ouais. Barat, Tu avais un avis à ce moment-là, au stage, sur qui devrait être le non, gardien? non, moi, Non, t'en fous. moi j'étais pas en position de dire, pas de dire quoi que ce soit, mais je pense que Michel se rapprochait plus. Il y avait des garçons comme Marius, comme Gigi, comme Platoche, comme Max Bossis, qui étaient quand même des tauliers, hein, au niveau de l'équipe de France. Donc,
c'était plus logique de se retourner vers eux que de venir vers moi. Mais on suivait quand même tout ça de très près, quoi. Hein. On ne peut pas être inattentif même la presse s'est fait tirer les oreilles pour pas attirer les oreilles à Jean-Luc, quoi. Ils ont pas été toujours très gentils. Hein. Ça a été compliqué pour qu'ils puissent s'imposer naturellement tout ça. Dominique était plus devant lui, et puis après, bon, Michel avait choisi de faire jouer Ettori, donc que dire, les anciens ont dit ce qu'ils avaient à dire, et ça s'est passé comme ça, quoi. Tu joues le match contre l'Angleterre qui se déroule pas très bien. J'ai l'impression que le match n'a pas été hyper bien préparé. Il faisait hyper chaud. Les joueurs arrivent, d'après ce que j'ai lu, l'équipe de France a des survêtements hyper lourds. Vous crevez de chaud alors que les Anglais sont en train de se doucher avant le match pour se rafraîchir un petit peu. Donc j'ai l'impression des genres de petits détails qui rappellent un peu plus la Coupe du Monde 78 que la Coupe du Monde 82, en tout cas de la part de la fédération. Sur le premier match, ouais, contre les Anglais. Sur le premier match. Et donc qu'après, oui, c'est là où je joue. Donc tu joues le premier match, ça se passe pas super bien. Je sais même pas s'il y a une réunion, mais en tout cas, apparemment, Platini dans le bus refait déjà les équipes en disant à Janvion, tu joues le prochain match. Et puis bon, Larios, du coup, disparaît. Arrête de s'entraîner, passe son temps à la plage, pendant la journée, au casino, en soirée. Vous connaissez les raisons, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Mais alors, la question, c'est... Et donc, moi, j'ai lu le livre de Larios qui dit qu'il a eu une discussion avec Hidalgo avant la Coupe du Monde, et il a dit, bon, Hidalgo est au courant de l'histoire, et lui dit quand même, mais si je te prends, c'est pour te faire jouer. En tout cas, c'est ce que Larios dit dans son livre. Apparemment, après ce premier match, Larios, on lui fait comprendre, ou on lui dit, je ne sais pas exactement, mais qu'il ne jouera pas, que c'en est fini pour lui, donc il ne s'entraîne pas. Oui, c'est vrai. Tu as baraté les Kiboud, Larios qui est à la plage. C'est quoi l'ambiance? C'est tendu, hein, c'est tendu parce que c'est dur d'avoir un collectif qui se partage pas, quoi. Je veux dire, que rester groupé, que tout le monde aille dans le même sens, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'après, à un moment donné, bon, ben Jean-François, a été écarté complètement de la sélection, quoi. Je veux dire, bon, il faisait plus partie, il a joué, on a retrouvé l'équipe après contre la Pologne, le dernier match. Mais autrement, juste là, il faisait plus partie du groupe, quoi. C'était une décision qui avait été prise. Même on aurait pu penser que il aurait pu ne pas venir à la Coupe du Monde, quoi. Je veux dire, la situation, hein. Et toi, comment tu essayes de gérer? Donc, toi, tu es le nouveau. Enfin, quelque part, tu viens d'arriver. Tu as 6 de tes potes de Bordeaux quand même. Enfin, honnêtement, il y a quand même une grosse représentation. Et tu arrives dans un effectif qui est censé être cohérent parce qu'il y a beaucoup de Bordelais, il y a beaucoup de Monégasques, il y a beaucoup de Stéphanois. Donc, justement, comme tu dis, un équilibre pour essayer d'avoir une consistance. Et tu arrives quand même dans une situation où il y a l'histoire de l'anniversaire de Tigana, etc. Comment tu arrives à naviguer, toi, dans ce truc-là? Ouais, écoute, j'étais pas au courant, alors ça m'a évité de m'emmerder à réfléchir, à calculer. J'étais pas. Puis bon, les choses après se sont arrangées, quoi. Je veux dire, du moins sur le groupe qui est resté, sur le groupe que comptait Michel Hidalgo, hein. Je pense que c'est une des belles équipes de France qu'on ait eues quand même. C'est une des plus belles. Il y a eu un match qui reste quand même mythique, hein. C'est un match extraordinaire, hein, contre les Allemands. Une Coupe du Monde qui est pas si mauvaise que ça, même s'il y a eu des moments un peu compliqués. Voilà, je crois que bon, c'est comme ça. Tout collectif connaît un moment des moments difficiles. Il faut arriver à les atténuer et à passer à autre chose rapidement. Ça n'a pas toujours été simple, mais bon. Pour répondre à l'énigme qui continue à mystifier Gérard Janvion, on a eu Gérard Janvion pendant de longues heures sur le podcast. Gérard, si tu nous écoutes, on te fait de gros poutous. Lui, il en parle encore, mais ça l'énerve encore des années plus tard. Il dit, mais putain, mais pourquoi Hidalgo n'a pas mis René Girard sur la feuille de match? Pourquoi René n'était pas sur la feuille de match? Pour lui, c'est un mystère total.
Alors, il y a les considérations tactiques, ok. Donc, Hidalgo voulait un milieu hyper technique. Mais pourquoi, sachant qu'il n'a pas Larios, qui avait un peu le même type de jeu que toi, un milieu qui amène de l'impact, qui peut aussi marquer tir au but, pourquoi, à ton avis, Hidalgo ne te met pas sur la feuille de match? Oui, on peut dire ça, parce que d'abord, en plus, il n'y en avait pas d'autres, comme Comme toi. Larios était exclu du groupe. Il y avait plus. D'ailleurs, on a vu qui c'est qui a pris la position de Ouais, milieu. Hein. Jeannot Ouais, Lopez, Voilà, du libéraux, ouais. bon, non, moi Jeannot. je crois tout simplement. Alors après, je sais pas qui c'est qui discute avec qui, mais je pense qu'à un moment donné, ça a tellement bien marché avec Chouki, Gigi, Platoche, et que c'était Chouki, Gengini, ça a tellement bien marché que je pense qu'il a pensé qu'il n'avait pas besoin de. Alors là, c'était même pas de changer son fusil d'épaule parce qu'il ne changeait pas l'équipe, il pouvait faire jouer ses 4 garçons, mais ça s'assurait qu'un milieu de terrain supplémentaire pouvait. Bon, il ne pouvait pas imaginer que Schumacher ferait ce genre d'action, mais bon, il pouvait penser que il y avait des défenseurs, il y avait des attaquants, mais il n'y avait pas de milieu. Non, puisque À Battiston l'époque, il y remplace a quand même. Gengini. Ouais. Gengini se Il y a- blesse et c'est Battiston ouais. qui le remplace. Battiston qui n'est pas milieu non plus. Et ouais, et puis après, c'est comme Pépès Ouais, ouais. qui remplace Baptiste. Bah, à savoir Et qui pourquoi. C'est comme lui-même ça. nous a fait la confidence qu'il était surpris quand il arrive sur le terrain, il est surpris de sa position, quoi. Et Ouais. qu'il n'est pas Ouais, tout à fait à ouais, l'aise. ouais. Ouais, il y a eu ouais, changement de poste aussi. C'est vrai que ça, quand on nos amis Spoon, fallait pas se louper, hein. C'était Ouais. costaud, hein. C'était costaud. Et toi, quand tu apprends que tu vas être un coiffeur, c'est quoi ta réaction pour ce match? Oh, ben écoute, déjà, bon, j'étais très heureux d'être à la Coupe du Monde, hein. Après, un peu déçu de ne pas faire partie. Alors, comme vous le savez, on avait droit qu'à 16 joueurs sur la feuille de match. Ouais. Aujourd'hui, tu as droit à 22. Donc, si on avait eu droit à 22, peut-être que ça m'aurait permis d'être sur le banc et de rentrer éventuellement. C'était pas le cas. Et donc, ça fait que ça limitait un peu. Mais ma déception, oui, parce que demi-finale de Coupe du Monde contre les Allemands, tout ça, tu manges la terre, hein, tu as envie Ouais. de la jouer, ben, de la jouer ou même de rentrer, quoi. Je veux dire, Oui. là, il y avait tout pour espérer jouer un quart d'heure, 20 minutes, je sais pas, mais bon, c'est comme ça, c'est un choix. Faut le respecter, hein, c'est comme ça. Moi, j'aimerais bien voir le film dans la métaverse de René Girard qui rentre et qui désosse Schumacher dans une version alternative, Là, du match. c'est des moments durs quand même. C'est des moments durs parce que si c'était aujourd'hui, je pense qu'il prend une suspension à vie. Là, hein. Ah oui. C'est dramatique. Je veux dire. Même après coup, je te dis, quand on est allé le voir, Baptiste, tout ça, Oui. Ouais, donc il tu passe te à côté dis, de toi. Hein. il Ouais. est bien touché, quoi. Je veux dire, il était vraiment très, très amoché, quoi. Et ça fait pas plaisir, quoi. Je veux dire, surtout que cette équipe-là d'Allemagne, ça donnait du grain à moudre, hein. C'était costaud, hein. C'était solide. Ouais. Et toi, justement, qui assiste à ce match un peu en spectateur, hein, t'es quand même dans les vestiaires quand Michel Hidalgo parle ou t'es tout de suite dans les tribunes? Comment ça se Non, passe? non, on est là, on fait ce qu'on veut, mais on est moins concerné parce que on sait qu'on rentrera pas, parce qu'on sait qu'on jouera pas, donc c'est mieux de les laisser entre eux se recharger les accus et rediscuter de ce qui va pas, parce qu'après chacun dit la sienne, chacun parle, ouais, tu fais. Bon, les 16 qui pouvaient jouer se sont retrouvés. Ou alors si vraiment tu sens qu'il y a quelque chose à dire, tu rentres et tu sors, tu vas dire ce que tu as vu, peut-être par rapport au placement, par rapport à une action de jeu. Mais bon, c'est mieux de laisser 50 personnes dans un vestiaire, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. C'est la fin de ce premier volet consacré à René Girard. On se retrouve la semaine prochaine pour une deuxième partie magnifique
où nous allons continuer l'aventure de René Girard en équipe de France et avec les Girondins de Bordeaux. Et bien entendu, on continuera sur sa fabuleuse carrière d'entraîneur avec les espoirs et aussi bien sûr entraîneur adjoint d'une des plus belles équipes de France de l'histoire. Et on continuera bien sûr avec son extraordinaire carrière à Montpellier et ce titre de champion que personne peut-être n'avait vu venir. Comme toutes les semaines, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre nos communautés sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ou encore TikTok ou sur notre site web où vous trouverez tout le catalogue de nos épisodes ainsi que des articles super intéressants dont certains assez rigolos qui, je l'espère, vous plairont aussi. www.lepodcastdeslégendes.com. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes.